L'ADN ne colle pas. Demandez à n'importe quel Américain d'où viennent les gens des Appalaches, et la réponse tombe instantanément. Écosse, Irlande, des violons et des noms de famille portés jusque dans les vallées encaissées des montagnes. L'histoire semble propre, elle semble réglée. On la répète depuis plus d'un siècle. Mais l'ADN, lui, n'est pas d'accord. Pas entièrement. Parce que sous cette image familière du montagnard écossais-irlandais, il existe des couches que le vieux mythe n'a jamais prises en compte. Des nations autochtones qui habitaient ces montagnes des milliers d'années avant qu'une seule botte européenne ne touche le sol. Une ascendance africaine enfouie sous des lois raciales, cachée à la vue de tous. Des colons allemands discrètement rayés des livres d'histoire par 2 guerres mondiales. Et des communautés tellement isolées par le relief que leurs gènes ont fini par refléter la montagne elle-même. La réponse habituelle n'est pas fausse. Elle n'est que la dernière couche d'une histoire bien plus ancienne et bien plus étrange. Pour comprendre à quoi ressemble vraiment cette histoire, il faut d'abord regarder les montagnes elles-mêmes. La chaîne des Appalaches figure parmi les plus anciens systèmes montagneux de la planète. Si ancienne que les géologues estiment qu'elle s'est formée avant l'éclatement de la Pangée, avant même que l'océan Atlantique n'existe. Elle s'étend sur près de 2400 km, de l'Alabama et de la Géorgie au sud, jusqu'au Maine et au Canada au nord. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas une chaîne uniforme. C'est un enchevêtrement de crêtes qui se chevauchent, de vallées profondes, de creux étroits, de forêts presque impénétrables, coupées par des rivières et isolées des plaines par un relief qui, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, a rendu les déplacements lents et les communications presque impossibles. Ce détail géographique n'est pas un simple décor. C'est le cœur de toute l'histoire. Les montagnes n'ont pas seulement façonné la culture, elles ont déterminé qui se mélangeait, qui restait séparé, et quels traits génétiques allaient en survivre. Elles ont agi comme un filtre biologique, laissant entrer certaines lignées, en contenant d'autres, préservant des schémas qui auraient disparu ailleurs sur le continent. Ce qui signifie une chose essentielle pour comprendre l'ADN des Appalaches. Ces montagnes ont toujours été un monde à part. L'identité qui s'est construite dans cette région compte parmi les plus reconnaissables de toute la culture américaine. Un dialecte particulier, aux racines plongeant dans l'anglais ancien et le parler écossais. Une tradition musicale qui va des ballades, traversant l'Atlantique jusqu'au bluegrass, creusé dans des collines couvertes de poussière de charbon. Une intensité religieuse ancrée dans les traditions presbytériennes et baptistes. Un attachement farouche à la famille, à la terre, à la communauté. Des millions de personnes en Virginie occidentale, dans l'est du Kentucky, le sud-ouest de la Virginie, l'ouest de la Caroline du Nord, au Tennessee, en Géorgie et en Alabama, considèrent cet endroit comme une véritable patrie culturelle. Mais voici la première chose à comprendre. Appalachien n'est pas une ethnie, c'est une géographie devenue un contenant culturel. Et dans ce contenant sont arrivées, au fil des siècles, des populations d'une diversité que l'ADN raconte de façon bien plus complexe qu'aucun mythe fondateur ne pourrait le résumer. Le mythe dominant, celui qui a rempli les manuels scolaires et façonné l'imaginaire populaire pendant presque tout le XXe siècle, veut que les Appalaches aient été peuplées avant tout par des Écossais irlandais. Et dans un sens, ce n'est pas faux. À partir des années 1710 et jusqu'à l'époque révolutionnaire, un grand nombre d'Ulster Scots, des Écossais des Basses-Terres ayant passé 1 ou 2 générations dans la province d'Ulster en Irlande du Nord, ont traversé l'Atlantique. Ils débarquent principalement en Pennsylvanie, puis descendent vers le sud-ouest par ce qui deviendra la Great Wagon Road, suivant les vallées de Virginie, se répandant en Caroline, poussant jusqu'au Tennessee et au-delà. Ils apportent avec eux la foi presbytérienne, un dialecte des basses-terres écossaises, et une sensibilité de pionniers forgée par des décennies passées sur des termes contestés. Leur empreinte culturelle sur les Appalaches est immense. Elle est réelle. Elle est documentée. On l'entend encore dans la langue. Mais la façon dont ce mythe est devenu toute l'histoire est révélatrice en soi.
Au début du XXe siècle, les premiers ethnographes et folkloristes qui étudiaient les Appalaches ont activement promu ce récit écossais-irlandais. Ils voulaient présenter les montagnards comme une sorte de souche britannique préservée, isolée, pure, ancienne. Cette mise en scène répondait à des objectifs bien précis dans le climat culturel américain de l'époque. Et elle a eu une victime particulière. Les colons allemands, pourtant parmi les groupes de pionniers les plus nombreux et les plus anciens, notamment dans l'ouest de la Pennsylvanie et le sud-ouest de la Virginie, ont presque entièrement disparu du récit populaire. Les premiers registres ethnographiques, comme l'ont noté plusieurs historiens, ont ignoré l'apport culturel allemand presque totalement, probablement influencé par le climat anti-germanique qui a suivi les deux guerres mondiales. Les descendants des immigrants allemands du Palatinat, qui avaient défriché et cultivé les terres des Appalaches dans les années 1720 et 1730, se sont retrouvés absorbés dans une histoire qui ne leur laissait aucune place. Si le récit écossais-irlandais était incomplet depuis le début, une première question se pose. Qui d'autre était là? Et une seconde, plus difficile encore. Pourquoi certains ont-ils été oubliés? La couche la plus ancienne de toutes est aussi celle qu'on a le plus radicalement effacée. Bien avant qu'un seul navire européen n'accoste sur la côte atlantique, les montagnes des Appalaches abritaient déjà des peuples autochtones. Dans les montagnes du sud, les Cherokees avaient établi des racines profondes dès environ l'an 1000. Les Shawnees et des groupes apparentés occupaient certaines parties du centre et du nord de la chaîne. Ce n'étaient pas des présences marginales. Les Cherokees, à eux seuls, comptaient une population pré-contact qui pouvait atteindre plusieurs dizaines de milliers de personnes, contrôlant un territoire qui s'étendait sur l'ouest de la Caroline du Nord, l'est du Tennessee, le nord de la Géorgie et au-delà. Leurs villages, leurs sentiers, leurs réseaux commerciaux et leurs savoirs agricoles étaient tissés dans le paysage même de ces montagnes. Puis le contact avec les Européens est arrivé, apportant avec lui la maladie, le déplacement et finalement les déportations forcées du début du XIXe siècle. La loi de 1830 sur le déplacement des Indiens a chassé la majorité des Cherokees de leur terre natale, un épisode qui reste l'un des plus dévastateurs de toute l'histoire américaine. Certains ont fui, d'autres ont été emmenés vers l'ouest. Quelques milliers sont restés dans les montagnes de l'Est, formant ce qui deviendra l'Eastern Band of Cherokee Indians, basée en Caroline du Nord, toujours présente aujourd'hui. La trace génétique de cette présence autochtone dans la population actuelle des Appalaches est une question que la culture populaire a mal gérée. Des dizaines de millions d'Américains revendiquent une ascendance Cherokee comme partie de leur histoire familiale. Les généticiens des populations ont même un nom pour ce phénomène, le syndrome Cherokee. Il désigne cette croyance très répandue en un ancêtre Cherokee que les tests génétiques ne parviennent souvent pas à confirmer. Ce n'est pas une accusation. Cela révèle quelque chose de bien réel sur la façon dont fonctionne l'identité américaine, et aussi sur les limites des tests ADN grand public, qui ne détectent pas de façon fiable de petites traces d'ascendance autochtone ancienne remontant à plusieurs générations. Ici, la science ne cherche pas à confirmer ou à démentir des revendications individuelles. Elle rappelle simplement que des peuples autochtones ont vécu dans ces montagnes pendant des millénaires, ont façonné la terre et la culture avant d'être largement chassés, laissant un vide que le récit national peine encore à affronter honnêtement. Mais ce n'était pas tout. La deuxième couche cachée est l'ascendance africaine. Elle aussi a été effacée du récit populaire des Appalaches. Pourtant, dès 1790, environ 10% de la population appalachienne était afro-américaine, esclave ou libre. La moitié sud de la région comptait des propriétaires d'esclaves, y compris, fait notable, certains Cherokees eux-mêmes. La moitié nord en comptait un nombre plus restreint. Après la guerre civile, de nombreux Afro-Américains affranchis sont restés dans les montagnes, ont acquis des terres lorsque cela leur était possible, et ont bâti des communautés autonomes qui ont contribué à l'économie agricole et à la culture de la région. Puis, à partir des années 1880, l'industrie du charbon a transformé le cœur des Appalaches,
presque du jour au lendemain. La population du plateau central a été multipliée par près de 6 en 40 ans, tandis que les entreprises dépouillaient les montagnes de leur bois et de leur charbon. Un grand nombre d'Afro-Américains fraîchement affranchis et d'immigrants européens pauvres ont afflué vers les camps miniers. L'influence afro-américaine sur la musique des Appalaches reste encore aujourd'hui largement sous-estimée. Le banjo, cet instrument que la plupart associent instinctivement à la tradition montagnarde des Appalaches, trouve ses origines en Afrique de l'Ouest. Les traditions de violon, qui allaient devenir l'ossature du bluegrass, sont nées d'un mélange d'influences celtiques, africaines et bien d'autres encore. Un mélange qui s'est joué dans les mêmes communautés de montagne, souvent rendues invisibles par des historiens qui préféraient un récit d'origine unique. Et ce qui suit dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Au fond des vallées du nord-est du Tennessee, du sud-ouest de la Virginie et de l'est du Kentucky, vivaient des communautés de gens qui n'entraient dans aucune catégorie raciale simple. Peau sombre, parfois cheveux noirs et raides, parfois yeux bleus ou verts. On les appelait les Melungeons, un terme dont l'origine fait encore débat. Pendant des générations, ces communautés ont raconté des histoires d'origine extraordinaire. Elles se disaient portugaises ou turques ou autochtones. Elles se désignaient elles-mêmes comme des personnes libres de couleur. Elles se déplaçaient fréquemment, souvent vers l'ouest, et les chercheurs ont relevé un dicton qui résume bien ce qui se passait alors. On devenait blanc en allant vers l'ouest. C'est ici que l'ADN devient profondément important et profondément humain. Une étude évaluée par des pairs, publiée dans le Journal of Genetic Genealogy, fondée sur les travaux de généalogistes et de chercheurs en génétique, dont Roberta Estes et Jack Goins, a révélé que les familles fondatrices Melungeon portaient donc principalement des lignées paternelles d'Afrique subsaharienne et des lignées maternelles européennes, avec une ascendance autochtone apparaissant à des stades plus tardifs de la migration. Ascendance portugaise, ascendance turque, le mystère méditerranéen. Ce n'étaient pas des origines documentées, c'étaient des stratégies de survie. Sous les lois raciales des XVIIIe et XIXe siècles, être classé comme afro-américain pouvait signifier perdre ses terres, son droit de vote, et parfois même sa liberté. Alors des familles entières ont construit des récits d'origine qui plaçaient leur ascendance quelque part de plus sûr, quelque part d'exotique, quelque part d'assez blanc pour fonctionner dans un système légal brutal. L'ADN, lui, se souvenait de ce que les documents avaient tenté d'effacer. L'histoire des Melungeons ne concerne pas qu'une seule communauté. Elle ouvre une fenêtre sur ce que les lois raciales font à la mémoire génétique. Elle montre à quel point les gens construisent des mythes autour de leur ascendance lorsque la vérité n'est pas sûre à révéler. Et ce que l'ADN montre aussi, c'est que les Appalaches ne forment pas une seule réalité génétique. La région couvre trop de territoires et trop d'histoires pour être traitée comme une population unique. La section nord, Pennsylvanie, New York, les crêtes septentrionales, portaient une empreinte plus marquée du peuplement allemand, palatin et anglais, davantage de contacts avec des vagues d'immigration plus tardives, des mineurs gallois importés pour leur expertise métallurgique au XIXe siècle, et des travailleurs d'Europe de l'Est arrivés avec l'économie industrielle. La section centrale, Virginie occidentale, et du Kentucky, sud-ouest de la Virginie, était la plus isolée de toutes. De petites familles fondatrices se sont installées dans des vallées profondes, avec un contact extérieur limité pendant des générations. Les généticiens des populations appellent ce phénomène l'effet fondateur. Lorsqu'un petit groupe s'installe dans un isolement géographique et se marie principalement en son sein, ces schémas génétiques s'amplifient chez les descendants. Cette dynamique a été documentée dans des populations de montagnes et d'îles partout dans le monde, et tout indique qu'elle a également opéré dans le centre des Appalaches. Certaines conditions génétiques récessives sont apparues à des taux plus élevés dans certaines communautés isolées de la région, un schéma cohérent avec la génétique des petites populations fondatrices sur de nombreuses générations. La section sud de la chaîne raconte encore une autre histoire. La patrie Cherokee, la zone Melungeon,
Une présence afro-américaine plus marquée, un climat plus chaud, qui a permis à une agriculture de plantation limitée de s'implanter et de laisser sa trace. Et si on applique cette même lentille au récit écossais-irlandais lui-même, l'image se complique encore. Les Ulster Scots venus jusqu'aux Appalaches portaient déjà une identité en couche. Les Écossais des Basses-Terres, après une ou deux générations en Ulster, avaient déjà absorbé des influences génétiques et culturelles irlandaises, avant même de traverser l'Atlantique. Et l'ascendance écossaise des Basses-Terres portait elle-même des couches plus anciennes. Une présence nordique le long des côtes et des îles, des populations celtiques brittoniques de l'époque pré-romaine, des migrations anglo-saxonnes du début du Moyen-Âge. Il n'existait aucune source ancestrale pure au départ. L'expression écossais-irlandais décrit une route migratoire et une identité culturelle. Elle décrit une religion, un dialecte, un ensemble d'attitudes de pionniers. Elle ne décrit pas une unité biologique, et ce n'est pas une critique. C'est simplement ainsi que fonctionnent toutes les populations humaines. L'étiquette a toujours été culturelle, avant tout. L'ADN, lui, a toujours été plus compliqué en dessous. La même logique s'applique au banjo, à la cabane en rondin, aux noms de famille, aux ballades, aux traditions culinaires des montagnes. Des chercheurs ont retracé la tradition de la cabane en rondin des Appalaches, non pas jusqu'aux colons britanniques, mais jusqu'aux immigrants suédois et finlandais, parmi les tout premiers Européens arrivés dans la région, porteurs d'un savoir-faire forestier venu du nord de l'Europe. Ce détail n'a jamais trouvé sa place dans la mythologie. Pas plus que les fermiers allemands, les mineurs gallois, les musiciens afro-américains, ou les sentiers Cherokee que les colons européens ont plus tard empruntés comme s'ils avaient toujours été à eux. Ce que les preuves génétiques confirment aujourd'hui n'est pas une histoire simple. C'est une histoire en couches. Des montagnes anciennes ont déterminé qui restait et qui se mélangeait. Des peuples autochtones ont laissé des traces que le récit historique tend souvent à occulter. L'ascendance africaine est entrée tôt dans la région, a été réprimée légalement et a survécu au sein de communautés qui ont reconstruit leur identité pour échapper à la destruction. Les colons allemands et d'autres Européens ont contribué aux fondations de la vie appalachienne, avant d'être effacés du récit populaire par des forces qui n'avaient rien à voir avec les montagnes elles-mêmes. Un effet fondateur a amplifié certains schémas génétiques dans des vallées isolées. Et les Écossais irlandais, aussi réels, aussi importants, aussi dominants culturellement soient-ils, étaient eux-mêmes le produit de migrations, de mélanges et de couches ancestrales bien plus anciennes, remontant longtemps avant qu'aucun d'eux ne mette le pied en Ulster. L'ADN autosomique, ce mélange large hérité de nombreux ancêtres à travers toutes les lignées, reste l'outil le plus complet dont disposent les chercheurs pour comprendre ces schémas. Il ne retrace pas seulement une lignée paternelle ou maternelle isolée. Il capture le résultat accumulé de générations, de mélanges, de mouvements, de survie. Et ce qu'il révèle dans les Appalaches, ce n'est pas la pureté, c'est la convergence. Plusieurs populations arrivées à des époques différentes, par des routes différentes, façonnées par les mêmes crêtes et les mêmes vallées, forgées en une identité régionale reconnaissable qui n'a jamais été le produit d'une seule lignée. Le mystère des origines appalachiennes n'est pas résolu par l'ADN. Il en devient plus fascinant encore. Les montagnes, qui ont isolé ces communautés et aiguisé leur culture, ont aussi préservé la preuve de la complexité réelle de leurs origines. Une région souvent réduite à un stéréotype monolithique se révèle porteuse de l'une des histoires génétiques et humaines les plus stratifiées de toute l'Amérique du Nord. La culture écossaise-irlandaise était réelle. Le monde autochtone qui l'a précédé aussi. L'ascendance africaine qui vivait à ses côtés, cachée en son sein, la façonnant de l'intérieur, l'était tout autant. Les Allemands, les Gallois, les bûcherons finlandais et les migrants des camps miniers aussi. L'identité née de ces montagnes ne devient pas plus simple à comprendre. Elle devient infiniment plus précieuse à connaître. L'ascendance génétique n'est pas un classement. Ce n'est pas un certificat d'appartenance. C'est la preuve de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profondément humain. Le mouvement, la survie, le mélange
et cette étrange capacité d'une chaîne de montagnes à garder en mémoire chacun de ceux qui l'ont un jour traversée.